Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, enfin le dimanche ensoleillé, j'espère en tout cas pour le moment. Cet été, c'est pas du tout évident, donc en tout cas, je vous souhaite le bienvenu dans cette vidéo de café du dimanche comme d'habitude où nous faisons ensemble le tour de la situation économique, de la bourse, de toutes les actualités qui se sont passées cette semaine que moi je trouvais intéressantes pour discuter aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a pas mal de sujets à discuter. J'espère d'être synthétique, j'espère être rapide. Je respecte votre temps, j'essaie d'être maximum efficace dans ces vidéos pour vous fournir maximum d'informations qui est utile pour votre trading et pour vos investissements. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash si ce n'est pas encore fait, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et s'il vous plaît, n'oubliez pas un petit like pour me remercier pour le travail que je fais gratuitement et ça m'aide énormément pour développer cette chaîne. Également, je vous rappelle qu'il existe la chaîne Telegram dont le lien vous pouvez trouver à la description de cette vidéo. Donc, cette semaine était très importante. Pourquoi elle était importante? Parce qu'il y a eu tout un tas de statistiques qui ont été publiées aux États-Unis, la première économie mondiale. En tout cas, c'est celle qui dirige les marchés, c'est celle qui influence le plus les marchés financiers. Et donc, on a vu plein de statistiques liées à l'inflation qui ont été publiées cette semaine aux États-Unis. Et donc, évidemment, c'est l'inflation aux États-Unis qui nous intéresse, même si nous habitons en Europe, c'est quand même, ou bien je ne sais pas où vous habitez, en tout cas moi j'habite en France, je suis un heureux citoyen français et donc quand même c'est les États-Unis qui affectent nos investissements. Ça, il faut bien comprendre si vous êtes débutant, si vous faites vos premiers pas en bourse, que c'est toujours les États-Unis. Heureusement ou malheureusement, ça je ne sais pas, chacun a son avis, qui dirige le monde financier. Donc c'est aux États-Unis, les plein d'indicateurs qui ont été publiés et nous allons faire un tour de ces indicateurs. Le deuxième sujet, ça sera Covid-19. Désolé, c'est un sujet que je déteste. J'aimerais bien un jour terminer de parler de coronavirus, mais en tout cas, ça fait partie de l'image économique mondiale et donc on est obligé de faire un passage rapide sur les sujets liés à Covid-19. Donc ensuite, je vais regarder les indices. Bien évidemment, je vais vous communiquer mon avis. Vous savez que j'attends une correction cet été. Donc là, je ne suis pas en bear, mais en tout cas, je suis sorti du marché et j'attends une correction pour avoir les meilleurs prix pour reprendre les positions que j'avais déjà dans mon portefeuille. Est-ce que mes prévisions vont se réaliser ou pas? Personne ne le sait, donc si quelqu'un qui vous dit qu'il connaît où vont aller les marchés, c'est un charlatan, ça je vous l'assure, c'est sûr et certain. En tout cas, mais j'ai fait ma prévision, est-ce que cette prévision va se confirmer ou pas? C'est l'avenir que nous dira. On va également très rapidement parler du pétrole, parce que c'est un marché quand même assez intéressant. Je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent sur ce marché, donc on va faire un passage rapide sur le pétrole également. D'habitude, nous commençons par mon fameux tableau de bord, mais aujourd'hui, je vais commencer par les indicateurs économiques, parce que je pense que c'est là où il y a le plus d'informations importantes de cette semaine qui sont concentrées. Donc là, je vois que les marchés sont actuellement dans le rouge, et c'est la deuxième séance consécutive qu'on risque de finir dans le rouge, et ce n'est pas un hasard. Donc là, les indicateurs que vous voyez sur votre écran, c'est une des raisons principales de cette renversement de tendance qui a eu lieu à la fin de cette semaine. Grosso modo, ces indicateurs que vous voyez sont quasiment tous liés à l'inflation, sauf un seul indicateur, et l'indicateur principal, c'est le discours de M. Jerome Powell qui nous a encore réaffirmé que c'est trop tôt pour retirer les liquidités du marché. Malgré tous ces indicateurs qui sont dans le vert, cela veut dire dans le rouge pour les marchés financiers, parce que les marchés vivent dans une autre réalité. Ce que j'appelle, moi personnellement, j'ai inventé un terme qui s'appelle le monde inversé, c'est un petit peu par analogie à la courbe des taux inversés qui peuvent être inversés pendant les récessions économiques. Et donc, les marchés vivent dans le monde inversé, selon moi, parce que les bonnes nouvelles qui tombent, ce sont des mauvaises nouvelles pour les marchés. Parce que la bonne nouvelle, cela veut dire qu'il y a moins de liquidité, cela veut dire la chute boursière. Voilà. Sur la chaîne Telegram, j'ai déjà publié pas mal de posts concernant ces indicateurs, donc notamment les CPI. On a vu les core CPI mensuels. Ils sont mesurés de plusieurs manières. Je ne vais pas trop rentrer en détails statistiques parce que sinon je vais vous saouler avec des informations qui sont probablement inutiles. Donc il y a une inflation mois par mois, il y a une inflation annualisée. En gros, les deux indicateurs ont été communiqués cette semaine. Donc à partir du mardi cette semaine, tous les jours à 14h30, il y avait une statistique super importante qui concerne l'inflation
qui a tombé. Donc, le mardi après-midi, c'était Core CPI pour mois de juin. Il a dépassé presque 2 fois les attentes. Je disais sur Telegram que pour moi, toutes ces prévisions, soi-disant, les prévisions, c'est une forme de consensus des analystes. Donc, en gros, les analystes économiques qui sont académiques souvent, donc qui émettent leurs avis à combien devrait être l'inflation, à combien devrait être un tel ou tel indicateur. Et en tout cas, souvent, très souvent, elles sont à côté de la plaque, mais en gros, le indicateur effectif, nous comparons toujours à ce consensus publié par les différents analystes. Et donc le consensus était de 0,4%, une augmentation de 0,4% sur le Consumer Price Index, donc ça c'est les prix de consommation, et ça a été finalement publié presque 2 fois plus élevé. Donc là, vraiment, les analystes étaient à côté de la plaque, mais je m'en veux pas parce que je disais justement dans le Telegram que toutes ces estimations, toutes ces prévisions, c'est presque aléatoire parce que la réouverture se passe de manière tellement inattendue, de manière tellement imprévisible qu'aucun analyste ne peut communiquer quelconque indicateur fiable. En fait, ils essayent de se projeter, ils essayent d'estimer à comment les gens dans tel ou tel pays vont commencer après la réouverture, mais donc du coup à chaque fois elles se trompent et cette fois ils se sont trompés de presque 2 fois. Donc là c'était publié 0,9%. Ensuite la journée suivante c'était la journée de Producer Price Index du PPI. C'est aussi une statistique fortement liée à l'inflation et elle aussi presque 2 fois plus élevée que les analystes s'attendaient. Ensuite Initial Jobless Claims, en gros ça c'est une statistique qui est liée au chômage et donc là elle est ressortie exactement pareil comme les analystes s'attendaient. Donc vous voyez là, il était pile poil dans le but. Mais en tout cas, ça n'a pas rassuré les marchés. Je pense que les marchés s'assuraient à une bonne nouvelle, on va dire, que l'inflation commence à déraper parce qu'ils savent parfaitement que la Réserve fédérale regarde avant tout le chômage. Donc le chômage, il n'a pas augmenté, mais il n'a pas baissé, il est resté stable, mais les marchés, ils s'attendaient que le chômage augmente. Vous voyez, le monde inversé, quand le chômage augmente, c'est bon pour le marché. Cela veut dire que la Fed peut avoir ça comme prétexte pour maintenir le niveau actuel des rachats d'actifs, donc les quantitative easing, soit les programmes d'assouplissement monétaire. Donc là, c'est ressorti exactement comme le consensus s'attendait. Pour les marchés, ça a été considéré comme une mauvaise nouvelle. Voilà, donc du coup, on a vu une petite baisse hier, le jeudi, parce que moi j'enregistre cette vidéo vendredi soir, donc vous êtes déjà en week-end, moi je ne suis pas encore. Et quelque part, cette statistique, elle a déclenché ce mouvement pessimiste. Je vous invite à revoir aussi mes posts de vendredi matin et jeudi matin concernant la situation macroéconomique, où je disais justement qu'il y a apparemment un changement d'humeur qui va probablement provoquer cette fameuse correction que je m'attends pour la deuxième partie du mois de juillet et début du mois d'août. En revanche, notre sauveur, notre vraiment personne la plus écoutée par les marchés financiers, c'est Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale. Et il a parlé, encore une fois, le jeudi soir. Il a dit que non, selon lui, c'est toujours un peu trop tard de retirer 120 milliards de rachats d'actifs par jour. Vous imaginez les sommes colossales. Là, je me souviens, dans le pire des cas, en fait, avant Covid, dans le pire des cas des crises, c'était le maximum, c'était 80 milliards par jour. Donc ça, c'était pendant les crises des dettes ou quelque chose, je ne sais plus exactement dans quelle période ils ont instauré ce montant des rachats d'actifs journaliers. Vous voyez, par jour, ils rachètent pour 120 milliards de dollars des obligations sur les marchés. Donc c'est vraiment une injection massive et il veut la maintenir malgré cette inflation qui est en train apparemment de exploser aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est absolument absurde. Je pense que tout le monde, y compris Jérôme Powell, y compris les membres de la Réserve fédérale et surtout les marchés financiers, ils comprennent parfaitement que ça ne peut pas perdurer. On sait que Jérôme Powell, souvent, il change d'avis et le marché s'attend quand est-ce qu'il va changer d'avis. On sait qu'il y a déjà la fronde au sein de board de la Réserve fédérale et quand est-ce que cette fronde va gagner du terrain, quand ils vont enfin annoncer que la QE, désolé, il faut arrêter. Ça, c'est une bonne question. En fait, ma préoccupation principale, vous savez, c'est pas exactement ça. C'est ce que j'ai peur que nous sommes en train de perdre encore et encore un deuxième instrument exceptionnel de la régulation monétaire. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. En fait, dans l'économie normale, vous savez que la Banque centrale, il gère l'économie, en fait, la quantité de liquidité dans le système par les taux, tout simplement. Avant les crises de subprimes, bon, largement avant, maintenant, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas moi. Donc, la gestion monétaire normale, quelque part, si vous voulez, c'était augmenter ou baisser le taux directeur. Du coup, ça fait plus ou moins de liquidité dans l'économie.
Évidemment, là, on a déjà oublié, ça s'est resté uniquement dans les manuels de l'économie. Aujourd'hui, les taux sont bas, les taux sont à zéro ou proches de zéro. Et maintenant, notre deuxième standard qui était exceptionnel après les subprimes, vous vous souvenez, bon, ceux qui sont à peu près de mon âge ou plus vieux, donc vous souvenez de la crise des subprimes, quand on nous disait que ces rachats d'actifs, c'est une mesure exceptionnelle, c'est une mesure juste pour sortir de la crise, pour donner du temps, pour acheter du temps et donner ce précieux temps au gouvernement pour qu'il fasse des réformes, pour qu'il revoie leur politique fiscale, je ne sais pas, blablabla, et ensuite pour que la dette et l'économie deviennent saines, on commence à avoir moins de déficit public, etc. Donc tout ce discours a déjà été abandonné, surtout après le Covid, et ces injections monétaires ont devenu la nouvelle norme. Donc en gros, on n'utilisait plus vraiment le mécanisme des taux pour ajuster la quantité de liquidité dans l'économie, mais on utilisait surtout cet instrument encore plus puissant, surtout plus rapide, avec les effets beaucoup plus réactifs et beaucoup plus rapides, des injections monétaires directes. Et donc là, j'ai l'impression que maintenant, on est en train de perdre aussi ce deuxième instrument. Quel sera le troisième instrument? Ça, je ne sais pas. Moi, je peux essayer de deviner que ça sera les injections monétaires, pas sur le marché de la dette souveraine, mais aussi sur le marché de la dette corporative. Dans tous les cas, ce scénario me paraît le plus probable dans les circonstances actuelles. Est-ce que ça va créer des phénomènes pervers? Est-ce que ça va se répercuter sur une autre partie de notre économie en créant une micro-crise sur notre marché? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas un grand spécialiste de la macroéconomie. Je fais des suppositions. En fait, je pense que ça pourrait être comme ça. Peut-être que ça ne sera pas comme ça. En tout cas, moi, je reste extrêmement méga vigilant par rapport à ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'on est en train de perdre même cet instrument très puissant et les injections monétaires vont devenir à nouveau une nouvelle norme exceptionnelle qui va devenir notre réalité sans laquelle on ne peut pas avancer économiquement parlant. Voilà. Et donc là, pour finir la semaine, le vendredi justement, il y a eu encore des indicateurs inflationnistes qui ont été publiés. C'est le CPI, donc c'est Core Price Index, mais cette fois annualisé. Donc là, il est ressorti pareil comme les analystes s'attendaient, mais en revanche, les ventes en détail, ils se sont ressortis beaucoup plus importants que prévu. Donc vous voyez, c'est 3 fois plus qu'attendu par les analystes. C'est juste quelque chose hallucinant. Les marchés le vendredi, d'ailleurs, ils étaient assez bien orientés, ils étaient tous positifs presque, en tout cas aux États-Unis. Et dès que cet indicateur était publié, là, tout de suite, le retournement des marchés, et effectivement parce que l'inflation est devenue vraiment ingérable, et la Réserve fédérale, pendant sa réunion qui aura lieu dans 2 semaines, elle devra agir, elle devra dire quelque chose, elle devra donner des dates pour arrêter ce programme de QE qui ne s'inscrit plus du tout dans la logique économique actuelle. Voilà, donc ça c'est concernant les indicateurs. On va jeter un œil quand même sur le tableau de bord. Voici donc en ce moment, quand j'enregistre cette vidéo, les marchés sont hésitants pour finir la semaine dans le rouge ou dans le vert, donc là on verra bien. En tout cas, sur la semaine, il commence à y avoir de l'hésitation. Donc on voit que pour le moment, parce que les marchés ne sont pas encore fermés, donc on est dans le rouge sur la semaine, mais bon, rien de grave évidemment. Mais quelque part, c'est assez important parce que ça casse en quelque sorte cette tendance folle de la hausse, là où on achète tout, le bull market violent. Donc finir la semaine dans le rouge, c'est quand même aussi un petit indicateur technique. Là, ce que j'attire votre attention, que mon scénario sur le pétrole est en train de se réaliser. D'ailleurs, je ne pense pas que le pétrole va tout de suite tomber beaucoup plus bas. Je pense qu'il y aura encore une vague du rebond vers probablement 78. Sur le Brent, je veux dire, et à partir de 78, je pense qu'on peut avoir une baisse plus importante. Mais ça, c'est purement technique. Donc, je n'ai pas de position sur le pétrole. J'ai globalement très peu de positions. J'ai décidé de passer mon été tranquille biche. Je veux me reposer. Je veux prendre de l'air et travailler d'ailleurs sur le projet Option Invest qui sera publié d'ailleurs dans quelques jours. Voilà, donc tout est fait, tout est prêt. Après, j'espère de vous faire la vidéo de présentation de ce nouveau club que je vais lancer. Et maintenant, pour l'instant, je suis très peu présent sur les marchés financiers. Je fais quelques trades très spéculatifs et j'attends que mon nouveau compte Interactive Brokers soit complètement prêt et alimenté pour que je commence à reprendre les positions. Et j'aimerais bien le faire à partir de la rentrée parce que je vous rappelle d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas remontré mon timeline. Le voici, c'est juste pour vous rappeler, je le montre de temps en temps, que vers mois de juillet, mois d'août, j'attends une correction assez significative sur le marché financier américain, en tout cas. Je vais vous montrer les images techniques, ça sera sur le Nasdaq, mais en gros, Nasdaq et S&P vont évidemment suivre plus ou moins la même tendance globale. Après, probablement
brutalité de la chute, si elle aura lieu, s'il aura cette chute, encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal, c'est juste mes prévisions qui engagent que moi. Donc ça ne va pas dire qu'il faut sortir du marché, qu'il faut commencer à shorter, mais je n'ai pas de position, je n'ai pas mis un centime sur ce scénario. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'est purement... Moi, je suis en position comme des analystes académiques aujourd'hui. Donc je vous dis, généralement, Mind du Cash, c'est très proche au marché. Donc en général, je vous montre les positions, les actions que j'achète. Et aujourd'hui, je n'ai pas de position en bourse. Je suis 100% transparent, je vous dis que ça c'est ma prévision, mais je n'ai pas mis un centime sur ce scénario actuellement. Peut-être je vais le faire un jour, mais actuellement, j'ai rien. Je m'attends à cette correction, c'est pour ça que je choisis ce moment pour transférer d'un broker vers un autre, ou faire toute cette comptabilité qui est ma comptabilité personnelle. Et du coup, j'espère que vers la rentrée, vers début de septembre, peut-être mi-septembre, je vais pouvoir profiter d'un rebond technique des marchés et acheter des valeurs que je souhaiterais réintégrer dans mon portefeuille, ou bien des nouvelles valeurs que je voulais depuis un moment acheter qui sont dans mon shortlist actuellement. J'essaye de pouvoir le faire en septembre. Voilà, donc là, tout de suite, je vais passer, vu qu'on a mentionné les marchés, je vais passer à l'analyse technique. J'aime bien regarder l'indice Nasdaq, c'est celui que je regarde plus souvent. Donc en fait, je vous ai préparé un petit schéma technique. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé que j'utilise les vagues Elliott pour analyser les marchés. En tout cas, j'aime bien en fait cette théorie des vagues Elliott. Donc évidemment, c'est que des probabilités. Donc je vous répète toujours que les indicateurs techniques, c'est juste les jeux de probabilités. Ce ne va pas forcément se passer comme ça. C'est tant des scénarios possibles. Chaque trader a sa propre vision du marché. Chaque trader va vous dessiner les mêmes modèles Elliott différemment. Donc, il n'y a pas une bonne ou mauvaise raison. C'est comme ça que moi, je vois ce marché. Donc, voilà. Et ça reflète quelque part aussi ma vision fondamentale. À quel moment nous allons arriver à une telle finalité, quelque part, de point de vue macro, de point de vue micro, de point de vue des publications des entreprises. En tout cas, j'essaie de coller aussi ces images techniques par rapport à l'image fondamentale que j'estime être le plus fiable. Donc, vous voyez, la théorie des vagues Elliott se base sur 5 vagues. Pour moi, nous sommes déjà à la fin de la 5e vague. Je m'attendais à la correction avant, donc elle n'a pas eu lieu. Donc, du coup, on a vu la continuité de la 5e vague, ce qui est normal, parce que sinon, la vague serait trop courte. Et là, maintenant, on arrive vraiment pile poil là où il devrait être. Et je pensais que Nasdaq devrait s'approcher, je voyais comme la cible la plus élevée de 15 000 points, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on s'est approché de 15 000 points, on n'a pas touché 15 000, et là on commence la correction maintenant, parce qu'il y a largement assez, mais en tout cas, ça c'est vraiment un truc qui me surprend le plus, et c'est pour ça que je pensais que cette correction commencerait plus tôt, c'est parce qu'il y a largement assez de raisons pour se corriger. Voilà, donc, et là je m'attends à 2 scénarios. Le premier scénario, il est un petit peu moins pessimiste, le deuxième scénario, il est beaucoup plus pessimiste. Donc, le scénario qui est moins pessimiste, et d'ailleurs qui est mon scénario de base, qu'à partir de ces niveaux là où nous trouvons aujourd'hui, donc ça veut dire, vous voyez, je prends un risque de m'engager que quelque part que la semaine prochaine on devrait commencer cette correction. Je pense que c'est très fort probable, parce que la semaine prochaine, ça sera la semaine avant la Fed, donc ça c'est la semaine où il y aura plus de volatilité, plus de crainte par rapport à ce que la Réserve fédérale va dire. Et c'est vrai que les marchés peuvent commencer à s'ajuster avant le discours. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire réellement? Ça, je ne sais pas. Et je pense que ce scénario qui me paraît le plus probable, qu'on se corrige jusqu'à des niveaux de 13 000 assez rapidement. Ensuite, on aura un rebond jusqu'à la moitié de la 5e vague, et ensuite la baisse plus profonde jusqu'à 12 000 points à peu près sur Nasdaq. Je ne vois pas les Nasdaq partir en dessous de 12 000 points dans les circonstances actuelles, parce que je ne pense pas que la Réserve fédérale va brutalement arrêter la QE, quoi qu'il arrive, même s'il faut évidemment le faire du point de vue de la théorie économique, il fallait le faire depuis un moment, mais ils ne le font toujours pas. Donc mais je pense quand même qu'ils vont commencer à préparer les marchés pour cette fin des injections monétaires. Donc, cette fin des injections monétaires, ça sera un trigger suffisant pour une correction raisonnable des niveaux stratosphériques jusqu'à des niveaux du ciel tout court. Voilà, donc je pense que cette correction serait saine et logique, et à partir de 12 000, je serais ravi de racheter plein de choses vers début de mois de septembre. Ensuite, il y a un deuxième scénario. En deuxième scénario, ici, le marché prend vraiment très mal la fin des QI. Si la fin des QI s'annonce
plus tôt que prévu. Donc, cela veut dire dans cette année, si par exemple ils annoncent que déjà à partir de automne prochain, on va enlever beaucoup de liquidités, genre la moitié et après l'intégralité vers la fin d'année. Je ne crois pas à ce scénario, honnêtement, à moins que les économistes de la Réserve fédérale estiment que vraiment l'inflation ne sera pas de courte durée, ne sera pas temporaire, mais bel et bien va rester avec nous. Mais ce n'est pas en tout cas un scénario le plus probable parce que ça serait très contradictoire par rapport aux communications précédentes de la Réserve fédérale. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir se paraître à nouveau, d'ailleurs c'est pas la première fois, complètement ridicule de la part de Jerome Powell. Mais tout est probable, donc tout est probable, je vous présente tous les scénarios, et donc dans un scénario noir, on va dire, je pense que la première vague de correction va atteindre le niveau 4. Donc déjà, on va tout de suite descendre vers les 12 000. Donc ça va être très fort. Ensuite, le rebond aussi vers 13 000. Et par la suite, on pourra descendre jusqu'à 10 700, 10 500 sur Nasdaq. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'il faut avoir plus du fondamental, plus des mauvaises nouvelles pour que ce scénario se réalise, que juste la Réserve fédérale arrête les QI. Ou bien la Réserve fédérale vraiment rate la communication. Ça, c'est possible aussi, mais ça arrive assez rarement parce que une chose qu'ils savent faire, c'est sûr, c'est communiquer et ils savent parler au marché. Donc pour moi, j'aurais sur ce scénario, on va dire, de correction saine. Pour ceux qui sont long terme, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de feu. À mon avis, vous allez avoir largement de temps pour sortir des marchés si la situation se change, si il y a encore d'autres mauvaises nouvelles qui tombent. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Voilà, je reviens sur le tableau de bord. Je vous ai dit que le pétrole est en train de se corriger. C'est quelque chose à quoi je m'attendais. Pourquoi je regarde le pétrole? C'est principalement pas pour spéculer, mais parce qu'il y a certaines valeurs qui m'intéressent. Hier, dans la vidéo de PEA, je vous ai parlé du Total. En fait, Total, effectivement, c'est une très belle valeur. Donc je pense que je vais avoir moins un like pour Total. On se moque souvent de moi sur la chaîne Telegram, comme quoi j'ai vendu Total à 38 il y a quelques temps après les parties sur 40. On me disait qu'il ne fallait pas vendre. Vous aviez raison sur le coup, donc du coup, parce que c'est facile à dire quand c'est déjà 40 et j'ai vendu à 38 que j'avais tort. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon secteur de prédilection. Je ne suis pas fan des secteurs des pures pétrolières. Je suis plus société de croissance. Mais en tout cas, pour moi, Total, il est sous-estimé. Parce que cette société qui change progressivement du profil, elle fait quelque sorte entre énergie verte et entre l'énergie classique. En plus, ils sont diversifiés maintenant sur le gaz naturel liquéfié et sur l'électricité. Donc, ils commencent à proposer full stack de services de l'énergie. Bon, c'était déjà un petit peu le cas, mais maintenant, ils prennent de plus en plus ce chemin de diversification du business. Moi, je trouve que c'est vraiment une société qui est historiquement très bien gérée. Donc là, j'aimerais bien prendre Total, mais vraiment prendre une position assez significative, mais je le ferai vers des niveaux de 30, 34 euros. Voilà. Donc là, ça laisse encore une sacrée marge pour la baisse, et je pense que cette baisse pourra se produire suite à la chute des cours de pétrole. C'est difficile de trouver le cours de pétrole directement, sauf si vous êtes professionnel. Moi, je le fais de temps en temps, mais avec des petits volumes, et je ne prends pas beaucoup de risques, c'est plus juste pour m'amuser. Mais en tout cas, c'est un marché compliqué et très volatile par endroit. Donc là, cette chute du pétrole, elle est liée notamment avec l'accord d'OPEP+, parce que l'OPEP+, évidemment, c'est un cartel qui manipule les cours, un peu d'ailleurs comme maintenant la Fed manipule les marchés. Donc, par contre, là, OPEP+, c'est presque officiel. D'ailleurs, pour anecdote, vous savez que Donald Trump, quand il était président, il voulait punir le OPEP pour le cartel. Vous savez, les cartels sont interdits aux États-Unis. Donc, pourtant, OPEP+, c'est une exception historiquement acceptée. Donc, et Donald Trump il se disait, genre, pourquoi c'est accepté? Pourquoi eux, ils ont le droit de faire de cartels et nous, on n'a pas le droit? Et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chemin pour la baisse sur le pétrole. Je ne suis pas certain que ça va tout de suite chuter en dessous de 70. Je vois encore un bon rebond vers les 78. Mais ça, encore une fois, tout ce que je dis, c'est purement des estimations techniques. Ça vaut ce que ça vaut, et je n'ai pas de position sur le pétrole actuellement. Ensuite, sur le Bitcoin, j'ai déjà annoncé il y a quelques temps que je m'attends à Bitcoin à 20 000 assez rapidement. Donc là, on est en train de se cogner contre le niveau de 30-32.
32 000. Et ensuite, vraiment, c'est un énorme support. Si on le casse, dans ce cas-là, on peut aller beaucoup plus bas sur cette crypto-monnaie. Bon, sur l'or, comme d'habitude, pour moi, c'est un actif purement spéculatif. J'ai pas d'avis, ni haussier, ni baissier. Parfois, il y a des niveaux techniques qui sont évidents. J'en ai profité il y a 2 semaines. C'était vraiment un très bon trade. En plus, je suis allé avec un volume assez important de la position. Donc, c'était vraiment très, très bien. Je pense que l'or, c'est vraiment un parfait instrument pour ceux qui aiment l'analyse technique parce que c'est un actif extrêmement technique, c'est un actif imprévisible. Donc aujourd'hui, normalement, vous voyez, donc là, l'inflation qui s'explose, mais il devrait monter, mais là, il ne monte pas. Donc là, il est à 1008 quelques, donc là, on reste toujours dans ces niveaux-là. En tout cas, pour le trading, pour la spéculation, pétrole, ça convient parfaitement. Donc là, c'est tout pour le tableau de bord, et maintenant, je retourne vers notre sujet le plus chéri de ces dernières années, c'est le Covid. Et le Covid, voilà, donc c'est toujours fait la une des médias. Nous avons entendu Macron, je ne veux pas commenter, encore une fois, c'est un sujet purement politique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mécontents, qui se sentaient être obligés de se vacciner. Moi, je me suis vacciné, donc là, ça, c'est mon choix personnel. Chacun en décide comme il veut. Mais dans tous les cas, clairement, la vaccination, c'est le mainstream principal. Donc, et les rythmes de cette vaccination déterminent quelque part le succès dans la gestion de cette crise sanitaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent. C'est que dans les pays développés, les pays qui sont très bien vaccinés, qui affichent des taux de vaccination relativement élevés, souvent au-dessus de 50%, il y a une hausse des cas. En fait, maintenant, comment les politiciens présentent cette information? Ils disent que, OK, il y a une hausse des cas, notamment je parle de Boris Johnson en Angleterre, ou UK, pardon. Et donc, il dit que oui, les cas sont en augmentation, mais en revanche, il y a beaucoup moins de cas graves chez les personnes vaccinées. En fait, le problème de Covid, en fait, toute cette crise s'est déclenchée parce qu'il y avait une saturation des hôpitaux. Et vu que les personnes vaccinées ont moins de chances d'avoir les cas graves de Covid, donc du coup, ils se présentent plus rarement à l'hôpital, et donc du coup, ça met moins de pression sur le système de santé. Donc en tout cas, voilà, ça c'est une version, on va dire, politique mainstream qui est lancée dans tous les médias. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est purement un débat en dehors de cette chaîne. Là, je peux pas le juger. Je peux analyser uniquement l'information officielle et l'information que j'ai entre les mains. En tous les cas, voilà, donc on voit qu'il y a la hausse, de ce variant Delta qui est très dangereux, qui est très contagieux, mais bon, on espère que ça ne crée pas des cas super graves. En fait, même dans les pays comme Israël, qui j'utilise souvent comme exemple on va dire, de la meilleure réussite en termes de vaccination, donc même chez eux, il y a une certaine augmentation des cas. Elle n'est pas énorme, mais par rapport on va dire, à la taille du pays, ça reste assez significatif. Ce n'est pas catastrophique, évidemment, c'est pas comme l'Inde, comme d'ailleurs la Russie, c'est mon pays d'origine, où il y a vraiment une situation presque catastrophique, mais aussi qui est très mal gérée par les gouvernements. Mais dans tous les cas, on voit que même dans les pays, on va dire, démocratiques, où l'information officielle communiquée correspond plus ou moins à la réalité, mais en tout cas beaucoup plus qu'à des pays qui sont, on va dire, moins démocratiques, il y a quand même des augmentations un peu partout. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Moi, je m'inquiète. Je vous disais de toute façon depuis le début de cette année qu'on n'est pas sorti de cette affaire. On avait l'impression d'être sorti de l'affaire au début de cet été, mais je vous répétais, non, c'est toujours pas fait, parce que pour moi, le Delta variant se propageait largement trop vite, ça menaçait quand même cette réouverture, et maintenant, les politiciens essaient de se justifier comme quoi cette programme de vaccination maintenant presque forcée, elle vaut la peine, donc ce qu'effectivement la vaccination améliore la situation sanitaire. Je pense que c'est vrai, je crois aux politiciens sur ce point, peut-être vous ne le croyez pas, donc là je sais que chacun a son avis, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a encore un problème, et Covid peut nous apporter des surprises. Et c'est pourquoi j'en parle, parce que suite à ce que je viens de vous dire par rapport au problème de gestion monétaire, au problème des banques centrales qui n'ont plus vraiment de cartouches pour gérer cette économie très particulière, avec l'inflation galopante, avec très peu de croissance. En fait, la croissance, elle est importante par rapport aux chiffres de l'année précédente, quand toutes les économies étaient fermées. C'est pas compliqué à faire, mais en tout cas, nous vivons dans une situation quand même assez particulière, même, c'est le moins que je puisse dire, que où la croissance réelle, vraiment la croissance saine n'est pas là, parce qu'évidemment, on ne va pas faire mieux qu'avant Covid,
C'est juste le jeu des chiffres, parce que le jeu des chiffres statistiques, par rapport, effectivement, quand toutes les économies étaient à l'arrêt, on est super bon. Mais par contre, par rapport aux années précédentes, on est beaucoup moins bon. Mais en plus, probablement, après toutes ces injections, après toutes ces mesures de soutien que nous avons mis en place, après les stimulus incroyables de Biden, et d'ailleurs, Biden, actuellement, on a du mal à passer son stimulus de 2 milliards, de 2 trillions, pardon, milliards, je suis encore dans le siècle précédent avec mes montants. Même avec tout cela, on peut encore voir Covid revenir, on peut encore voir le besoin de réinjecter toutes ces sommes. Donc ça, c'est vraiment dramatique. Je ne sais pas comment économiquement nous allons avaler cette pilule. Si encore il faudra refermer, si encore il faudra injecter de l'argent, créer des stimulus, soutenir les économies, forcément quelque part au niveau de la macroéconomie, je ne suis pas un théoricien, j'aimerais bien inviter Patrick Artus pour une interview. Et d'ailleurs, mettez des likes pour que la chaîne devienne plus grosse, pour que je puisse inviter des personnes plus compétentes que moi dans l'économie, pour que je puisse poser ces questions à des vrais professionnels. Est-ce que ça peut créer des dégâts dans le balance, dans l'équilibre macroéconomique? Je pense que oui, je ne sais pas à quel niveau. Je dis au pif que ça peut être un marché monétaire ou ça peut être un marché de repo, des choses que personne ne maîtrise en réalité, donc des choses assez complexes dont on parle assez rarement dans les médias vraiment très spécialisés à macroéconomie. Et donc, mais forcément, toutes ces sommes-là, ils doivent aller quelque part, ils doivent se concentrer quelque part, et quelque part, ça devrait faire pchic et créer vraiment des effets de bord que je ne sais pas si on saura gérer. Donc voilà, ça c'est ma inquiétude principale. Pourquoi je parle du Covid? Parce que je dis tout simplement que maintenant, les faits confirment mes alertes que je levais systématiquement que Covid, ce n'est pas fini, malheureusement. Et voilà, en parlant de Covid, j'ai partagé un article sur Le Figaro, c'était ce matin, que apparemment l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, il a communiqué qu'il y a une forte probabilité d'avoir des nouveaux variants, possiblement plus dangereux. Donc vous voyez, donc c'est encore les nouveaux variants qui peuvent apparaître, en plus Delta, en plus à tous les problèmes que nous sommes en train de faire face, comment les vaccins seront efficaces ou pas contre ces nouveaux variants, on ne sait pas, donc préparez-vous, serrez vos ceintures, parce que là, je pense qu'on a encore des choses à vivre avec cette maudite maladie qui est en train de perturber tout le monde entier. Il y avait une autre mauvaise nouvelle qui concerne également l'efficacité des vaccins, cette fois-là. C'est vrai qu'on parle du vaccin chinois, donc c'est vrai que ce n'est pas le vaccin qui est administré en Europe, dans les pays occidentaux où nous vivons, mais en tout cas, ce vaccin, il est administré pour le plus grand pays au monde d'un point de vue de la population. Et donc forcément, toute la région autour de la Chine, elle utilise beaucoup ce vaccin, et apparemment, il est 10 fois moins efficace, il crée 10 fois moins des anticorps que le Pfizer. Donc cela veut dire que ce vaccin avec lequel on vaccine presque la moitié de la population, un tiers de la population mondiale, elle n'est pas efficace du tout. Donc ça veut dire effectivement qu'on peut vivre encore les nouveaux variants. Ce virus peut se transformer dans ces pays où le vaccin n'est pas le même. Et ça crée aussi un certain dérapage entre les pays. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie du monde qui n'a pas l'accès aux vaccins de même qualité. Il y a aussi un vaccin russe, donc je ne sais pas, je n'ai aucune communication sur ce vaccin, c'est vraiment mystérieux pour moi. Il est administré, bon, évidemment en Russie, mais pas que. D'ailleurs, il y a certains pays qui sont vaccinés avec Sputnik russe, mais je n'ai jamais entendu parler que, par exemple, il est passé des phases pas de la FDA, évidemment, parce que c'est américain, mais au moins qu'il ait été homologué pour l'utilisation dans les pays occidentaux. Parmi les grands pays qui ont administré le vaccin russe, je crois que c'est l'Argentine, et selon les statistiques de l'Argentine, auxquelles je peux plus ou moins croire, en tout cas plus qu'à la statistique russe, apparemment c'est un vaccin qui est quand même efficace. Donc, bon, espérons qu'au moins la Russie, c'est aussi un autre très grand pays qui est vacciné avec un vaccin de qualité. Donc. Mais en tout cas, déjà la Chine, c'est déjà pas mal, et les régions où la Chine a de l'influence, évidemment, c'est là où ils avancent leur vaccin. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour le processus de vaccination mondiale. Petite parenthèse que vu les circonstances particulières de relations entre la Chine et notamment les États-Unis, donc ça peut être la politique, ça peut être aussi de la politique, ça peut être une communication comme quoi les Américains ils essayent de quelque part dévaloriser le vaccin chinois, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les théories de complot, je pense que ça se vérifie assez facilement parce que quand même la quantité des anticorps c'est possible à calculer dans le corps humain et on peut effectivement confirmer assez facilement cette information. Je fais énormément confiance
confiance au Wall Street Journal parce que je trouve que c'est une des médias les plus respectueuses, en tout cas les plus sérieuses qu'on peut trouver dans le monde. Et donc, s'ils communiquent cette information, ça veut dire quand même il y a des raisons, j'espère en tout cas. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques idées d'investissement, mais très globales cette fois-là, parce que moi, personnellement, je trouve que tous les marchés sont chers. Vous venez juste de voir mes prévisions, donc évidemment, moi, je suis très pessimiste actuellement, en tout cas à très court terme sur les marchés financiers. Peut-être je me trompe, peut-être je vais encore rater l'opportunité. Ça a arrivé plusieurs fois depuis que la chaîne Mind the Cash a été lancée, et depuis que je trade, je vous reconnais toutes mes erreurs que j'ai fait, donc même avant de cette chaîne. Souvent, j'ai raté les mouvements là aussi des marchés parce que j'étais trop pessimiste, excessivement pessimiste. Peut-être ça sera le cas encore une fois, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ma position actuelle. Donc, il faut absolument avoir des prévisions. Donc, certains disent que moi, je suis les marchés, je ne vais. On a tous des prévisions. Quand on a investi, forcément qu'on a des prévisions. J'ai du mal à croire il existe dans le monde des personnes qui investissent sans essayer de se projeter, en tout cas dans sa tête, à l'intérieur de son esprit, quelque part, avoir un certain plan de déroulement des choses sur les marchés. Est-ce que les marchés vont monter, est-ce qu'ils ne vont pas monter? Et j'ai du mal à voir quelqu'un qui a une prévision genre négative d'investir. Ça, c'est mon cas aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous voyez, je reconnais que je ne comprends pas le marché actuel. Je pense que ça pourrait être un titre de cette vidéo. Quand je ne comprends pas, je n'investis pas. C'est les paroles de Warren Buffett et c'est le cas aujourd'hui sur les marchés financiers. Mais si j'étais amené à investir aujourd'hui, je pense que je m'intéresserais quand même aux sociétés chinoises. Parce que les Chinois, ils sont aujourd'hui, commencent à gagner vraiment de l'influence sur pas mal de secteurs, notamment sur le e-commerce. Donc je pense évidemment à Alibaba et JD.com en premier lieu. Donc JD.com vraiment pas très cher. Alibaba, elle est massacrée en bourse. Pourtant, c'est une entreprise comparable à Amazon. Il y a Baidu qui est pas cher. Toutes les sociétés chinoises sont pas chères, sauf bon, éventuellement les voitures électriques, certains secteurs. Mais il y a un énorme risque, évidemment, un risque politique, parce que là vraiment, ça se passe très mal entre les États-Unis et la Chine. Et aussi, quand même, il y a un risque de délisting. Ce risque était plus présent pendant la présidence de Donald Trump, mais avec Biden, ce risque existe aussi. Donc, si vous avez la possibilité d'investir sur les places comme Hong Kong, je pense que j'aurais préféré d'investir là-bas. Donc, je pense que ça sera une des positions, ça sera les positions chinoises, sur les actions chinoises que je vais m'intéresser dès que je vais revenir sur les marchés financiers. Bon, évidemment, si la situation ne change pas et si les marchés américains ou les marchés européens ne vont pas me proposer des opportunités plus intéressantes suite à une chute des marchés éventuelle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez profiter de ce week-end enfin ensoleillé. Apparemment, la semaine prochaine, ce sera un vrai été avec un grand retard. L'été arrive chez nous en France, pour avoir un petit peu de soleil. Je vous souhaite tout le meilleur et avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre en like, c'est super important pour moi. Encore mieux si vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un de vos amis pour faire grandir cette communauté Mind the Cash. Rejoignez-nous sur la chaîne Telegram et je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt Mind the Cash.